Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Rejour, le 20ème, plus que 4 après celui-ci, et un épisode consacré aux demi-finales, à ma preview des demi-finales qui démarre dès demain, avec bien sûr Italie-Espagne à 21h à Wembley, et le lendemain, mercredi, à nouveau à Wembley, à nouveau à 21h, c'est Angleterre-Danemark. Alors on est parti pour en discuter brièvement, le rapport de force de chaque partie, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre sur le terrain, et qui va l'emporter, en tout cas ma petite intuition, qui vaut pas grand chose en général, toujours bon de le rappeler. Et donc voilà, c'est surtout pour discuter de ces rencontres qu'on est réunis, et on va commencer dans l'ordre chronologique par Italie-Espagne. Alors un petit peu de mal à lire la texture de cette partie pour le coup, on a deux équipes qui sont à bien baser possession, qui aiment la possession, qui aiment avoir le ballon, qui ont tendance aussi à le récupérer très vite, mettre en place des contre-pressing assez efficaces, de tout ce qu'on a vu pour l'instant sur la compétition, c'est assez abouti de ce point de vue-là. La nuance qu'on peut apporter, c'est sans doute que l'Italie est en moyenne un petit peu plus verticale que l'Espagne, un petit peu plus verticale dans son utilisation du ballon. Ils sont tout à fait capables d'un jeu de position patient, ils savent faire pour trouver la faille dans le bloc bas, on l'a vu contre la Turquie, contre la Suisse, contre le Pays de Galles, voilà, tout ça c'est pas un problème pour l'Italie, mais ils peuvent aussi aller vite vers l'avant, et ils aiment, je pense, aller vite vers l'avant, avec du jeu tranchant. Ils s'en privent pas quand ils en ont l'occasion, en tout cas. Spinazzola, qui est pas là, c'est sûr, c'est un problème, on va en reparler, mais de ce qu'on a vu pour l'instant, Spinazzola, Barella, Chiesa, même Immobile, en dehors de ces matchs techniquement inaboutis, c'est un joueur qui aime bien prendre la profondeur, qui aime bien se projeter vite dans l'espace et de manière assez verticale. C'est des joueurs verticaux qui rechignent pas à attaquer cette profondeur, alors que l'Espagne, c'est assez différent. Je pense que son premier réflexe à la récupération, que ce soit dans une zone haute ou dans une zone basse, c'est plus fidèle à sa tradition historique, on va dire, c'est plus latéral, sécurisant. Je pense que ça peut donner l'impression d'une équipe qui est parfois un peu ennuyante, c'est plus lent, c'est sûr, que l'Italie, et il y a moins de lignes cassées par ballon touché. Si on devait avoir cette statistique, si on pouvait produire cette stat, ce chiffre, il y a moins de lignes cassées par ballon touché du côté de l'Espagne. Maintenant, c'est pas pour autant que ça fonctionne pas, quand on regarde leur production, c'est pas pour autant que ça fonctionne pas, déjà ils sont dans le dernier carré, c'est assez parlant, mais ils ont aussi, et d'assez loin, la meilleure production du tournoi, 4,4 XG sur leurs 5 rencontres, les deuxièmes c'est les Danois, et ils sont seulement à 9,1, donc c'est assez logiquement que l'Espagne est aussi la meilleure attaque de la compétition, avec 12 buts, surtout qu'ils ont réussi à devenir beaucoup plus efficaces qu'en début d'Euro, où ils avaient des gros problèmes à la finition. Là ils convertissent désormais assez raisonnablement bien leurs occasions. Mais alors maintenant, même si c'est un match qui pourrait tourner sur pas grand chose, qui va sans doute tourner sur pas grand chose, je vois quand même une Italie avec un peu moins de faiblesse. Bon, c'est vrai que Spinazzola sera pas là, c'est une énorme perte, on en a discuté de manière assez exhaustive il y a quelques jours, et c'est vrai qu'Immobile sort d'un match immonde, ça c'est sûr, mais il y a tellement de choses qui fonctionnent chez cette Italie, et elle a eu l'occasion, elle, de le prouver contre les gros morceaux, contre la Belgique en quart de finale, contre l'Autriche sur le tour précédent. Bon, l'Autriche, pour ceux qui ont vu leur match à l'Euro, ils savent que c'était un adversaire très difficile à affronter, avec beaucoup d'énergie dans l'entrejeu notamment. Voilà, je pense que cette Italie, sur ce qu'elle a montré pour l'instant, présente plus de garanties qu'une Espagne qui s'est pas encore frotté à un très gros morceau, peut-être qu'on peut voir les choses comme ça, et qui en plus a tout simplement davantage de faiblesses. C'est la pire défense des demi-finalistes, déjà, 5 buts encaissés, et 5 buts encaissés c'est presque une surperformance par rapport au volume d'occasions qu'ils ont concédé, 6,2 expected goals against. Ça se voit, même en laissant seulement 25-30% du ballon à leurs adversaires, ils sont régulièrement très menacés et leur défense de surface est un peu inquiétante. C'était déjà le cas contre la Suède sur le premier match du tournoi, ils avaient 80% de possession et pourtant ils avaient été inquiétés sur les seuls mouvements suédois, les déplacements d'Ishak notamment, son activité dans la surface de réparation. C'était en très grande peine de ce point de vue-là et ça s'est encore confirmé sur les tours à élimination directe contre la Croatie, contre la Suisse. Ils ont aussi une fâcheuse tendance, je pense qu'on peut dire, à laisser le contrôle de la partie une fois qu'ils mènent au score. Je sais pas si c'est physique, je sais pas si c'est dû à un capital athlétique un petit peu inférieur à celui de leurs adversaires ou à celui qui est exigé sur ce tournoi, mais en tout cas il y a une petite propension à la siesta en seconde mi-temps qui fait des ravages, qui est coûteuse. Ils marquent souvent en premier, c'est vrai, ils ont marqué sur leurs 5 matchs, il y a 4 matchs où ils marquent, il y a un 0-0 en début de tournoi, il y a 4 matchs où ils marquent, à chaque fois ils marquent en premier, mais ils ont été rattrapés par la Pologne, par la Croatie, par la Suisse. Alors contre la Suisse, ils l'emportent finalement au tir au but, contre la Croatie, ils l'emportent finalement en prolongation, mais à chaque fois ils ont été rattrapés en menant au score, dans le dernier quart d'heure, dans la dernière demi-heure, et je les trouve très vulnérables sur coup de pied arrêté aussi. Ça veut dire qu'ils ont pas mal de faiblesses, et ça va être une belle rencontre à ce stade de la compétition, tout peut arriver. En plus, je dis pas ça pour dire que nécessairement l'Italie va l'emporter, mais à choisir, je pars quand même sur eux. Pas nécessairement sur 90 minutes, mais la qualif italienne qui est à 1,76 me semble être le
parti pris le plus raisonnable de tout ce qu'on voit pour l'instant. Je vois moins de faiblesse, plus de force chez cette Italie que chez cette Espagne qui, attention, a une production assez élevée dernièrement, qui en plus trouve la mire. À choisir, je pars sur l'Italie, mais ça va être une superbe rencontre de foot, et d'ailleurs l'Espagne est pas beaucoup plus haute, signe que les bookmakers jugent le rapport de force très tendu, très disputé. Donc voilà pour Italie-Espagne. Ensuite, Angleterre-Danemark, dès le lendemain, un autre sacré match. D'un côté, une Angleterre qui semble encore monter en puissance, qui vient de battre l'Allemagne 2-0 et désormais l'Ukraine 4-0 avec 3 buts d'Harry Kane sur les deux rencontres, qui arrive au meilleur moment. Ça lui donne une vraie injection de confiance au moment de retourner à la maison, au moment où les Anglais retrouvent Wembley et ont la possibilité d'écrire la plus belle page de leur histoire récente avec une qualification en finale de l'Euro 3 ans après avoir atteint les demi-finales de la Coupe du Monde. Voilà, je sens, alors j'ai regardé pas mal de mes amis youtubeurs anglais, des gars que je regarde depuis super longtemps comme Spencer par exemple qui fait des vlogs à Wembley. Je vibre énormément pour ces Anglais, ça fait super plaisir de voir le niveau d'enthousiasme, d'intensité émotionnelle qui est en train de grimper de manière absolument folle, et je pense que ça situe bien où se trouve l'Angleterre en ce moment. Elle est à quelques matchs du délire absolu, ça fait plaisir à voir. Alors de l'autre côté, on a le Danemark maintenant, qui a un peu souffert contre la République tchèque, et l'analyse entière de ce match sur ma chaîne, c'est la dernière vidéo, si ça vous intéresse. Mais Danemark qui a quand même offert sur cette rencontre aussi quelques séquences mémorables, a confirmé sans doute son statut d'équipe la plus complète de la compétition, toujours très juste techniquement, toujours très agressive sans ballon, très intelligente dans ses déplacements, très organisée, mais créative aussi. C'est le package complet avec ce Danemark. C'est juste une top équipe de foot qui ressemble dans ses principes, mais aussi dans l'exécution de ses principes, peut-être davantage à un club qu'une sélection. Je pense que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à une nation. Ils ont ce côté un peu Atalanta, foot total. Et ils tiennent d'ailleurs en leur rang un Bergamasque qui pourrait prétendre au titre de meilleur joueur de la compétition d'ici quelques jours potentiellement, avec Joachim Mehle. Donc voilà, je pense que mon parti pris subjectif est assez clair. J'ai adoré voir jouer ce Danemark. J'ai pris beaucoup plus de plaisir devant leur match que devant ceux de l'Angleterre. Et je pense sincèrement que c'est tout simplement une meilleure équipe de football, qui a même pas vraiment comparaison entre les deux. Maintenant, l'idée ici, c'est pas d'aller gagner un championnat sur 38 journées. L'idée ici, c'est d'aller gagner une demi-finale d'Euro à Wembley. Donc le cadre est très différent, et face à une équipe qui se déséquilibre très peu, les Anglais qui se déséquilibrent très peu, qui a toujours pas encaissé de but sur la compétition, je dirais encore plus grâce à son attitude avec ballon que grâce à ses qualités sans. Ça dit beaucoup de choses sur cette Angleterre, on peut mettre beaucoup de choses dans cette phrase, mais le résultat c'est le même, c'est que l'Angleterre n'a toujours pas encaissé de but, personne n'a réussi à marquer contre les Anglais. Je pense donc que face à cet adversaire, dans leur jardin, avec aussi des individualités qui sont capables de punir à tout moment, qui sont capables de gestes hors normes à tout moment, qui sont sur leur qualité pure, homme pour homme, sans doute supérieure à ce qu'on retrouve dans le camp danois, avec un banc plus fourni aussi, ça va être très dur pour le Danemark. Et c'est pas une surprise que l'Angleterre parte nettement favorite, elle est la favorite, et d'assez loin de ce match. Maintenant, je vais finir sur une chose, c'est que j'ai trop souvent regretté sur ces vidéos pronos, sur ces previews, notamment en Ligue des Champions par exemple, il y a quelques mois, trop souvent regretté de pas avoir fait confiance à mes yeux et aux matchs que j'ai vus. J'ai vu les 5 matchs du Danemark, j'ai vu les 5 matchs de l'Angleterre, sur la production collective, sur le différentiel de qualité collective. À nouveau, il n'y a pas photo, je pense que l'Angleterre va rencontrer une équipe qui va lui causer beaucoup plus de problèmes que les équipes qu'elle a rencontrées pour l'instant. Elle n'a pas joué d'adversaire aussi accompli que les Danois pour l'instant, et ils ont une vraie chance, sans doute plus que ce que les bookmakers leur accordent quand on voit leur victoire en 90 minutes sur 90 minutes qui est à 5,70, leur qualification pour la finale à 3,33. Voilà, ça me donne envie de partir sur le Danemark, parce que quand je vois la qualif des Anglais à 1,33, je dirais pas que les Anglais vont remporter ce match 3 fois sur 4, je dirais pas que c'est du 70-30, pour moi c'est quasiment du 50-50 pour des raisons très différentes. Les équipes ont des forces qui sont très différentes. En ce sens, c'est aussi une rencontre très différente d'Italie-Espagne, où les deux équipes vont vraisemblablement vouloir remporter le même rapport de force. Là, ça va être une rencontre super excitante, une demi-finale très excitante et qui nous réserve son lot de rebondissements sans doute, quoi qu'il arrive. Si l'Angleterre arrive en finale de l'Euro, qu'elle la joue à Wembley, ce sera peut-être encore plus incroyable si on avait Angleterre-Italie en finale d'Euro, Angleterre-Espagne. Et puis si on est fan du jeu, Danemark-Italie aussi. Bref, toutes les configurations de mon point de vue sont assez folles, je serais heureux quoi qu'il arrive, mais je vais quand même partir sur la qualif surprise du Danemark, on se mouille un peu, en espérant que ça nous porte
porte un petit peu plus chance que le pari qu'on avait fait sur le match précédent. Voilà, en gros, pour la qualif du Danemark à 3,33. Le combiné total, c'est 5,86. Si ça vous intéresse, que vous souhaitez miser sur Betclic, que vous n'êtes toujours pas inscrit sur Betclic et que vous voulez profiter de leur offre de bienvenue pendant quelques jours encore, jusqu'à la fin de l'euro, vous avez 200 € jusqu'à 200 € offerts avec le code promo Willou. Je vous mets tous les liens qui expliquent tout ça en commentaire et en description. À nouveau, comme vous le voyez, on est sur des paris qui sont sur des faibles chances de réalisation. Si le Danemark est aussi bien coté, c'est pour une raison. Généralement, les bookmakers savent mieux que moi ce qui va se passer. Donc voilà, il y a un risque intrinsèque à tout pari, peut-être encore plus sur celui-ci. Pariez uniquement l'argent que vous êtes en capacité de perdre. Soyez responsable dans votre jeu. Et bien sûr, c'est réservé aux majeurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre soutien renouvelé. Merci pour vos pouces bleus. N'hésitez pas à en mettre un sur la vidéo si ça vous a plu. Pour pas rater les débriefs de ces rencontres, l'analyse d'Italie-Espagne d'abord et celle d'Angleterre-Danemark ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça aussi, ça m'aide beaucoup. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée, une très bonne soirée. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.